Produit par Binge Audio. Comme bon nombre d'entre vous, j'imagine, j'ai un rapport paradoxal au football. Autant je suis consterné par ses errances financières, son aveuglement face aux réalités politiques, sociales et écologiques du monde, autant les salaires, les déclarations ou les attitudes des joueurs et des dirigeants peuvent profondément me déprimer. Il n'empêche, une partie de mon cœur ne peut s'empêcher de vibrer quand un match démarre, quand le club que je supporte depuis que je suis gamin foule les pelouses de la Ligue des Champions, ou quand une action de jeu inattendue vient retourner une partie qui semblait perdue d'avance. C'est la contradiction profonde de celles et ceux qui aiment le foot, tout en rejetant pas mal de ses aspects. Parmi les plus repoussants de ces derniers, on peut noter la présence, hélas récurrente, de militants d'extrême droite radicaux. Des néo-nazis, des néo-fascistes, qui ne cachent plus ni leurs appartenances ni leur violence et qui régulièrement s'invitent dans et autour des stades. Mais d'où elle vient, cette figure récurrente du hooligan fasciste ? Qu'est-ce qui, dans ce sport, attire ces groupuscules ? Et pourquoi on ne parvient jamais vraiment à s'en débarrasser ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et mon invité pour tenter d'y voir plus clair dans l'univers nébuleux des hooligans, c'est mon confrère Christophe-Cécile Garnier de Street Press. Il a co-signé le livre Supporters, 1 an d'immersion dans les stades du football français avec Frédéric Scarbonchi, c'est paru en 2019 chez Amphora. Christophe, il a mené de nombreuses enquêtes sur le monde des supporters et sur son noyautage par les groupes d'extrême droite. Et alors, histoire que nous ne soyons pas perdus dans ce dossier complexe, j'ai commencé par lui demander de nous aider à saisir la différence entre deux types de supporters dont on va reparler régulièrement, les ultras et les hooligans. Un ultra, c'est donc la plupart du temps un supporter qui est très visible dans le stade. Quand on va au stade, on y rentre et ce genre de supporter est très visible dans les virages. La plupart du temps, dans certains stades, ils sont moins dans les virages, mais la grande majorité des ultras français aujourd'hui sont dans les virages latéraux, juste derrière les buts. Et donc, c'est un supporter qui va vraiment tout donner pour son club, va lancer les chants, faire des banderoles, des choses qu'on appelle les tifos, en fait, qui sont des sortes d'animations, qui peuvent être des grandes banderoles où il y a des messages dessus, mais qui peuvent être aussi des sortes d'œuvres artistiques, qui peuvent être à un moment des confettis, ce genre de choses. Enfin voilà, clairement, mettre l'ambiance, c'est leur truc. Et les ultras sont un peu considérés aujourd'hui dans les stades comme le syndicat du club de foot. C'est un peu ceux qui défendent un foot populaire, qui vont négocier avec le club le prix des places en virage, notamment pour que ce soit abordable. Et voilà, et surtout aussi, thématique très importante, c'est la plupart du temps les supporters qui vont vraiment suivre le club en déplacement, à la fois à domicile, mais aussi en déplacement dans ce qu'on va appeler un parquage visiteur. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui se donne à fond et qui peut, par moment, faire preuve de violence, la plupart du temps contre d'autres groupes ultras, un peu dans une sorte de rivalité très masculine, parce que le milieu ultra est quand même encore aujourd'hui un milieu très masculin, il a tendance à s'ouvrir, mais ça reste quand même beaucoup de mecs. Et donc il y a un truc chez la violence c'est un terme qui est utilisé par le sociologue Nicolas Orcade, qui est le spécialiste des supporters de foot en France, qui dit la violence elle est à la fois marginale et centrale au sein du mouvement ultra. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est absolument pas le cœur de leurs actions. Aujourd'hui, ce qui occupe le plus un ultra, c'est vraiment préparer le match suivant, les chants durant le match, et puis surtout ces grandes animations dont on a parlé. C'est vraiment pas le cœur de leurs actions, mais en même temps, elle est centrale parce que des fois, ils ont un autre groupe qui va vouloir les provoquer et partir un peu au combat. Si jamais ils décident de ne pas faire preuve de violence et de partir, ils seront mal considérés dans le milieu. On les appellera la plupart du temps les lapins. Un hooligan, c'est très différent. Un hooligan, la violence, elle est centrale et c'est tout. C'est absolument pas quelqu'un qui va en groupe si jamais il va au stade. Il y a des groupes hooligans qui vont au stade, il y en a d'autres qui ne vont pas au stade. Mais c'est bête aujourd'hui de dire ces gens-là n'ont rien à voir avec le foot. Si, la plupart du temps, ils aiment le foot, ils y vont et tout. Et puis après, ils essayent de se fighter avec à peu près toutes les personnes qui sont motivées pour se fighter avec eux, voire des fois pas des personnes motivées, mais voilà. Et donc, dans ces hooligans-là, il y a un peu des hooligans
on va dire normaux entre guillemets, qui, leur but c'est vraiment juste de se foutre sur la gueule. Et il y a une frange politisée chez ces mecs-là qui, la plupart du temps, c'est ce en tout cas on peut constater depuis une dizaine d'années, sont très politisés à l'extrême droite et notamment dans la mouvance nationaliste révolutionnaire qui est un peu entre le néofascisme et le néonazisme. Et donc, ces mecs-là, pour le coup, ils vont aussi ajouter énormément d'attaques politiques à leur arc, on va dire. Et ils vont aussi, pouvoir garnir des mouvements politiques lors d'autres histoires. Il y a pas mal de groupes politiques qui ont eu des hooligans, notamment un groupe néofasciste qui s'appelle le Bastion Social, qui avait été créé en 2018 et dissous par le gouvernement en 2019. Il y a plusieurs questions qui s'offrent à moi. La première, c'est comment est-ce qu'ils sont perçus, ces militants d'extrême droite, au sein déjà des supporters et peut-être plus généralement au sein du football? Au sein du football, généralement, c'est vraiment le discours un peu général. C'est ces gens-là n'ont rien à voir avec nous, utilisent le foot comme un prétexte et essayent de mettre de la politique là où il n'y en a pas. Il faut quand même savoir que depuis leur création, les ultras, c'est quand même très marqué par la politique. Je veux dire, ça l'est moins aujourd'hui, mais dès leur création, il y a quand même certains groupes qui se réclament ouvertement d'un point de vue politique. En Italie notamment, très rapidement, il y a eu des groupes qui se relevaient plutôt du fascisme et d'autres qui se relevaient de l'antifascisme. Un club comme Livourne, par exemple, en Italie, il y a très longtemps été associé à l'antifascisme et encore aujourd'hui. Les groupes ultras de Marseille ont souvent eu des positions antiracistes. Il y a eu d'autres groupes qui ont eu des positions antifascistes ou antiracistes très fortes. À Metz, par exemple, avec un groupe qui s'appelle la Horda Frénétique. Après, de plus en plus, chez les ultras, la politique a tendance à être gommée et ils se disent apolitique parce qu'en fait, être aujourd'hui un groupe ultra, c'est être soudé, c'est être le plus gros représentatif de son club, le plus gros dénominateur commun. Et ils sont bien dit que la politique, ça a amené un peu des divisions. Donc ils ont tendance à gommer ça. Mais il y a quand même des thèmes qui restent clairement. Et du coup, c'est vrai que dire les hooligans politiques, et notamment à l'extrême droite, n'ont rien à faire dans le sport, ils servent d'un prétexte. Oui et non, parce qu'au final, certains, comme je l'ai dit, sont quand même très intéressés par le foot. D'autres sont là parce qu'ils aiment la ville et donc du coup ils décident d'aller dans le club de foot parce qu'il est représentatif de la ville et tout et qui est une logique très identitaire finalement. Et pour autant c'est vrai que chez les ultras ça les fait un peu chier parce que c'est des mecs qui parfois vont faire un peu n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est des trucs qui à la fois sont importants et à la fois sont assez mal aussi encore aujourd'hui considérés dans le milieu du foot parce que la plupart du temps les clubs disent tout ça se passe pas au stade, et la plupart du temps c'est vrai. Ces mecs-là ils sont pas bêtes, faut pas croire que c'est des mecs qui aiment se taper et qui sont bas du front et qui sont parfois néo-nazis, mais savent qu'ils vont pas frapper quelqu'un dans le stade parce que sinon là ils vont se taper la foudre, il y a des caméras partout, ce genre de choses. Donc les mecs ils essayent aussi de faire ça en dehors du stade et à ce moment-là les clubs disent, et parfois avec raison, on ne peut rien faire quand c'est hors du stade. Et c'est vrai qu'il y a peu de moyens. Qu'est-ce qui fait que le foot en particulier attire ce type de profil-là? Est-ce qu'il y a un truc particulier avec le football qui explique, historiquement ou socialement ou politiquement, que on en revienne souvent à ce modèle-là? Ouais, c'est que le foot, c'est le sport le plus populaire. En France, le hooliganisme a principalement été dans le foot, vraiment depuis le début. Et en fait, il y a longtemps eu aussi on a fait la différence entre ultra et hooligan il y a quelques minutes. Il y a longtemps, cette différence n'a pas été comprise dans la société en général, parce que quand les ultras sont arrivés en France, c'est aussi un peu l'essor du mouvement hooligan. Je veux dire, au moment où il y a le premier groupe ultra en 84 à Marseille, le Commando Ultra, un an plus tard, c'est le SL. Bonjour. Pas en Afghanistan, pas au Chili, pas en Afrique du Sud, pas en Pologne, pas là où les droits de l'homme sont mis en cause. Non, deux pas de chez nous, en Europe, à Bruxelles, hier soir, on a tué en direct à la télévision. C'était la première fois. À l'horloge du stade, il est 19h25. C'est le début de ces incidents dramatiques. Le drame, c'est à l'intérieur du stade qu'il se produit, dans la tribune nord. Les supporters de Liverpool, les fameux hooligans, la plupart complètement ivres, attaquent les supporters de la Juventus. Et en quelques secondes, tout bascule et c'est l'horreur. Des centaines et des centaines de personnes entassées les unes sur les autres. Le petit mur de la tribune nord s'effondre, les victimes sont en dessous. Encore une fois, les hooligans ont frappé car ce sont eux
qui ont provoqué cette tragédie. La tragédie du Heysel, c'était en mai 1985, il y a 40 ans tout pile, lors d'une finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et la Juventus de Turin qui se jouait à Bruxelles, au stade du Heysel. Les hooligans anglais, avant le match, ont envahi la tribune voisine et attaqué les supporters qui s'y trouvaient, ce qui a causé un mouvement de foule, résultat 39 morts, plus de 400 blessés et l'installation dans l'imaginaire collectif de l'image du hooligan à l'anglaise, violent et raciste, renforcé par plusieurs autres événements dramatiques du même acabit dans les années 80-90. Le hooliganisme britannique en subira les conséquences, on va en reparler. Et si l'exemple anglais a donné des idées côté français, à part à Paris, autour du PSG, le hooliganisme n'a jamais réellement pris d'ampleur. En gros, le hooliganisme, il s'est un peu éteint à la fin des années 2000 en France, notamment parce que Paris, qui avait au Parc des Princes, donc la tribune Boulogne, où il y avait des groupes ultras, mais il y avait aussi des groupes hooligans, a été un peu complètement vidé de sa substance à cause d'un truc qui s'appelle le plan Le Prou, qui a été décidé en fait en 2010 à la suite d'un mort du côté de Boulogne. Et donc en fait, ils ont mis en place ce plan-là qui a été de dire en gros on dégage tous les ultras, qui était un plan hyper problématique sur plein de points, avec plein d'atteintes aux libertés individuelles et tout, mais qui a du coup un peu asséché le mouvement hooligan, qui s'est un peu après parti dans différents mouvements vraiment très politiques et tout. Et en fait, au fur et à mesure, c'est revenu, et on a pu voir notamment à Lyon et aussi un peu à Paris, des dynamiques un peu différentes chacun de leur côté, mais en gros, c'est un peu compliqué de dire, des fois c'est le groupe politique qui va un peu piocher au stade, et des fois c'est le stade qui va un peu piocher dans le groupe politique, quoi. C'est à Lyon par exemple, c'est difficile de savoir qui a été en premier chercher l'autre. Ça a l'air de s'être fait en bonne intelligence des deux côtés, quoi, par exemple. Si on reste sur l'exemple de Lyon, c'est hyper intéressant, c'est de voir à quel point effectivement ces dynamiques, elles sont dépendantes aussi vachement du contexte dans lequel évolue le club et du contexte dans lequel est la ville. Typiquement Lyon, on sait que la ville, elle est connue pour abriter pas mal de groupes d'extrême droite qui sont très visibles et qui se mettent beaucoup en scène. Ouais. Dans les années 2010, il y avait 5 locaux de groupes d'extrême droite radicale à Lyon, et indubitablement ça joue en fait à la fois sur la représentation qu'on a dans la ville, et c'est naïf de penser que ce qui se passe dans la ville en effet ne va pas se finir au stade, parce que le stade est quand même le miroir à la fois de la société, en tout cas c'est ce que disent les supporters qui sont à l'intérieur, et à la fois du coup évidemment le miroir de ce qui se passe dans la ville même, quoi. Donc évidemment c'est vrai que c'était intéressant l'exemple de Lyon en particulier, ouais. Même si on peut retrouver des groupes hooligans dans des villes où on s'y attend pas forcément, typiquement à Rennes. C'est pas forcément la première ville à laquelle on pense, et pourtant il y a des groupes hooligans d'extrême droite à Rennes. Alors aujourd'hui, il y a en plus avec les réseaux sociaux, il y a un phénomène un peu de copycat. C'est vrai que le fait que des mecs voient que il y a un groupe de motivés dans telle ville, j'en sais rien, par exemple à Lille, à Nice, à Lyon et tout, ou même à Tours, il y a des mecs qui peuvent se dire attendez, nous aussi on est dans une ville, on peut se monter et tout, sur des trucs qu'ils n'auraient pas forcément eu éventuellement l'idée à ce moment-là. Les mauvaises pratiques, on va dire, se répandent peut-être un peu plus rapidement. Et c'est très intéressant que tu utilises l'exemple de Rennes, parce que Rennes, le groupe ultra local, le RCK, Roazhon Celtic Cup, il faisait partie au début des années 2000 du collectif anti-raciste des groupes européens. Et c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, moi, quand j'avais fait mon tour de France des stades, qu'on m'avait un peu souligné, pas à Rennes, dans d'autres villes, en disant, les Rennais, petit changement de génération. Tu verras jamais la communication officielle du RCK, par exemple, être orientée à droite. Il reste toujours sur une ligne très apolitique, ce genre de choses. Mais tu peux voir qu'il y a des amitiés qui se naissent, en effet, avec le groupe hooligan à ce moment-là, qu'il y a eu des membres qui appartenaient au même groupe. Par exemple, quand il y a un supporter de Rennes qui est mort il y a 3 ans, de mémoire. Et en fait, ils ont fait une énorme banderole, tout un énorme tifo par rapport à ça. Et en fait, le gars était à la fois membre du RCK et membre des Roazhon 1901, qui est le groupe hooligan, qui a déjà posé en fait avec un drapeau de la Croix Celtique. Et pour la petite histoire, ce groupe-là, c'est typiquement un groupe hooligan qui allait chercher, pour le coup, des mecs politiques. C'est notamment un gars, on avait fait son portrait chez Street Press, un mec qui s'appelle Maxime Bellamy, qui est connu sur les réseaux comme un combattant de MMA qui s'appelle Orsou Korsou, l'ours corse. En fait, lui, il racontait qu'il était à ce moment-là à l'Action française et qu'il s'est retrouvé dans la rue, dans une baston avec son groupe politique, mais aussi avec des membres de ce Roazhon 1901, ce groupe hooligan, et que les mecs lui ont un peu dit, en gros, viens avec nous, tu vois, on est sympa. Et lui, pour le coup, il disait, moi, j'en ai rien à cirer du foot, ça m'intéresse pas et tout, je suis vraiment là pour la castagne et tout. Un peu, pour le coup, le cliché du hooligan qu'on peut imaginer. Des fois, tu peux voir que ça se monte un peu sur des côtés
très très unique, très propre à la ville, très propre à l'évolution du groupe ultra. Il y a plein de facteurs en fait qui rentrent en compte, quoi. Mais chaque groupe a un peu son histoire particulière. Des fois, c'est vraiment lié à des connivences, parfois avec le groupe ultra, parfois avec un groupe politique d'extrême droite. Parfois, c'est simplement des mecs qui se sont dit allez, on va se monter parce qu'on a vu que dans la ville d'à côté ça faisait ça, et un peu comme ça, quoi. Et des fois ça tient, des fois ça ne tient pas. Mais c'est un peu la même logique que les groupuscules vraiment d'extrême droite pour le coup, nationalistes révolutionnaires, hein, qui sont un peu de la même orientation politique finalement, qui des fois se montent et ils sont 5 et ils durent 3 semaines et après ça disparaît. Et ils sont juste rejoints peut-être un plus gros groupe ou ce genre de choses, quoi. Il y a quand même une forme d'affichage dans les stades, des fois, diffus ou discret. Ouais, complètement. C'est-à-dire que certains peuvent faire des saluts nazis, hein, bien sûr, ça arrive. La plupart utilisent plutôt des symboles connus seulement des initiés. C'est vrai qu'il y a plein de façons de montrer son orientation politique dans un stade. Évidemment que salut nazi, maintenant c'est très connoté. Donc les groupuscules d'extrême droite, comme ces groupuscules hooligans tendance néo-nazie, ont tendance à faire la plupart du temps ce qu'on appelle le salut Thunen, qui est un salut inventé par un néo-nazi allemand, Michael Thunen, et qui en fait est une sorte de 3 fait avec le bras tendu un peu, et donc c'est en gros un ersatz de salut nazi qui a été inventé en Allemagne parce que là-bas le salut nazi était évidemment interdit. Eux après, la plupart des groupes s'en défendent en disant que c'est un truc qui ressemble aussi à un salut de la chrétienté en Serbie. Mais bon, ça arrive quand même beaucoup de fois accompagné de salut nazi la plupart du temps pour avoir des doutes sur la question. Moi, c'est vrai que des fois, il y a zéro doute sur l'orientation politique d'un groupe. J'ai vu des images de hooligans strasbourgeois qui affichaient carrément le drapeau du Troisième Reich, des mecs de Reims qui, eux, faisaient soit salut nazi, soit avaient des croix gammées inscrites sur leur t-shirt. Dans ces cas-là, c'est plutôt simple en effet de classer. Des fois, c'est beaucoup plus en effet pernicieux. À Lyon notamment, évidemment qu'ils vont pas faire vraiment de communication politique, mais c'est quand même les seuls groupes. Enfin, il y a quand même très peu de groupes, soit ultra, soit parfois des groupes hooligans à l'intérieur de la tribune, qui vont communiquer sur des faits bien précis de l'actualité. Il y a lors de l'assassinat de Lola en 2023, il y a 2 ans. Il n'y a que 2 tribunes qui ont mis un message pour Lola dans un moment où c'était énormément récupéré par l'extrême droite extra-parlementaire. C'était les Lyonnais et les Lillois. Au moment de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a plusieurs pareilles tribunes qui ont mis des drapeaux arméniens. Évidemment qu'on peut être soutien de la cause arménienne et tout, mais en fait, c'est aussi une cause qui est énormément reprise par l'extrême droite, parce qu'elle représente un peu les Arméniens chrétiens contre les Azerbaïdjanais musulmans, et donc c'est le fameux choc des civilisations perçu par l'extrême droite identitaire. Et donc, quand tu as tout ce genre de petits symboles qui se mettent au bout à bout, c'était le cas par exemple à moi, les ultra-droits, j'ai pu avoir suffisamment d'éléments. D'abord pour m'intéresser à eux, parce que j'avais vu ce drapeau arménien, j'avais vu d'autres éléments, et puis au fur et à mesure, en fait, en regardant d'un peu plus près, j'ai vu que les groupes de Rouen, pour le coup, fricotent pas mal avec les hooligans tendance néo-nazie. Là, par exemple, il y a eu tout un mouvement pour protester contre la dissolution annoncée des groupes de supporters de Saint-Etienne par Bruno Retailleau. Et bizarrement, à Rouen, là où tous les clubs ont mis des messages soutien au Green Angel, au Magic Fan et tout machin, à Rouen, ils ont mis Bruno Retailleau fort avec les ultras, faible avec les OQTF. Et voilà, c'est tout. Et donc tu te dis, c'est très marqué, quoi. Il y a une autre question que je me pose, sans faire de la psychologie de bazar, mais est-ce que la dimension antagonique du foot, le fait que, quel que soit le club que tu supportes, il y a toujours le club rival, il va toujours y avoir le derby, que ce soit Lyon contre Saint-Etienne, Paris contre Marseille, Brest contre Lorient par exemple. Il y a cette dimension-là quand même aussi dans le foot, en tout cas peut-être poussée de manière extrême, et est-ce que ça peut en partie expliquer que ça puisse être séduisant pour des gens qui justement ont une vision très antagonique de la vie de manière générale. Ouais, alors je pense que les groupes hooligans aujourd'hui, ils séduisent au-delà simplement en effet des considérations d'extrême droite, des considérations politiques qu'ils peuvent afficher. Ça, c'est hyper important de le comprendre et c'est bien que tu le soulignes. En gros, aujourd'hui, un groupe, hooligan, c'est avant tout, déjà, c'est une équipe de mecs, un peu ce côté bande qui peut plaire à des hommes d'un certain âge. Il y a aussi énormément, en effet, ce côté de recherche de radicalité. Et aujourd'hui, la radicalité dans le foot, elle se passe avec, en effet, la violence, beaucoup.
Et c'est vrai que dans les groupes ultra, parfois des personnes qui sont non politisées sont un peu chopées par ces groupes hooligans parce que c'est eux qui vont aller à la table plus que le groupe ultra qui est pas forcément motivé pour y aller. Et donc ils vont un peu avoir des mecs comme ça d'abord, et puis au fur et à mesure qu'ils traînent avec eux, ces mecs sont fatalement un peu plus perméables aux discours qu'ils peuvent mettre tout le temps, quoi, parce que c'est un peu ce côté de bande, ce genre de choses, quoi. C'est fatalement des trucs sur lesquels tu peux choper des gens, parce qu'encore une fois, on est sur des publics. Alors il y a des hooligans qui ont 30, 40 ans évidemment, mais c'est quand même globalement un public plutôt dans la vingtaine, et un peu dans sa construction à ce moment-là où on n'est vraiment pas formé, où la plupart d'entre nous en tout cas ne sont pas formés politiquement ou sur les questions de société en général. Comment les instances du football réagissent vis-à-vis de la présence de ces groupes-là dans les stades? Je dis ça parce que on sait qu'en Angleterre, notamment, le hooliganisme tel qu'on l'imaginait, tel qu'on l'imagine encore, qui est celui des années 70-80, il y a eu un coup d'arrêt très violent parce qu'il y a eu une volonté des instances du football britannique de dire stop, et du coup, il y a eu des mesures qui ont été prises, notamment sur le prix des places, très clairement. Comment est-ce que c'est géré côté français ? Les solutions en fait qui sont face à nous, c'est vrai qu'elles sont compliquées parce qu'en Angleterre, c'était donc augmenter le prix des places. À Paris, ça a été de virer absolument tous les ultras et de faire des sortes de fiches, de fichiers des noms pour pouvoir, que les mecs ne reviennent plus, ce qui est hautement problématique d'un point de vue de liberté individuelle. Et donc du coup, c'est vrai que les solutions aujourd'hui par les clubs, c'est vraiment d'essayer de faire un peu ce qu'ils peuvent à l'échelon individuel. Si jamais ils voient qu'un des supporters fait une petite saloperie, par exemple. Je sais que moi, j'étais allé à un match à Reims et j'avais vu un de ces mecs des hooligans des Mésos. Et en fait, après le match, une personne au club m'avait dit il a arraché un siège, donc on l'a dénoncé en fait au sein de la police pour dégradation, et donc il est parti direct en comparution immédiate et tout machin. Et c'est un peu comme ça qu'ils peuvent faire. Des fois, il y a un outil qu'ils peuvent utiliser qui est les ICS, les interdictions commerciales de stade, et qui permet en fait aux supporters sous son identité de ne pas pouvoir reprendre de place. Et ça, c'est un peu un outil qui est donc un échelon individuel, donc ça règle pas le problème général, quoi, mais qui permet en fait aussi au club de dire aux supporters tu n'es plus le bienvenu ici, ce qui parfois est un peu suffisant pour que la personne décide de pas se repointer. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, les instances ont un peu du mal, quoi. Les clubs font ce qu'ils peuvent, mais en fait ça doit se régler d'un point de vue de la justice, ça doit se régler d'un point de vue parfois des services de police. Les services de l'État sont quand même assez bien renseignés à ce niveau-là. Et du coup, derrière, il faut une volonté judiciaire et parfois politique pour poursuivre tout ça. Le fait est que la fédération, elle se cache aussi un peu derrière tout ça. Elle se cache derrière des messages qui sont très bien, hein, des messages de paix, des messages anti-homophobie, ce genre de choses, mais qui sont pas non plus hyper forts, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, les clubs, les clubs et la fédération devraient avoir un dialogue constant avec les ultras, qui pour moi sont un peu la stratégie de pouvoir dégager ça. À partir du moment où tu as des groupes ultras qui diraient au stade, ça c'est interdit, on assume de ne pas avoir de lien avec nos groupes hooligans, ça dégage, on ne veut pas de vous parce que vous êtes orientés politiquement et que nous, on est fortement apolitique. Là, ça pourrait peut-être un peu, en tout cas, pas forcément éradiquer le problème, parce que tu pourras jamais éradiquer le fait que 10 mecs décident de se rencontrer en forêt et de se taper les uns sur les autres, ce qui arrive très souvent. Les instances ne pourront jamais vraiment éradiquer ce genre de fait, mais tu peux vraiment mettre le plus loin possible, qui se tapent sur la gueule entre eux, et juste qu'ils viennent pas frapper des familles, frapper des personnes racisées aux abords des stades ou dans les rues, parce que tu as mis en place un plan un peu général. Bon, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agressions aussi des groupuscules d'extrême droite, et c'est pas plus réussi pour l'instant à être réglé et endigué, donc voilà, à voir ce que ça va donner sur l'avenir. Merci à Christophe-Cécile Garnier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio réalisé par Paul Berthiaud, préparé par Charlotte Bex avec un coup de main de Mathéa Pierra. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.